Ma fille a vu les photos de ski de ma famille et a murmuré, « Ils ne nous aiment pas, n'est-ce pas ?» À cet instant, j'ai cessé d'être une fille et je suis devenue une fiduciaire. J'ai convoqué une réunion et je leur ai dit, je fais appliquer la clause de conduite responsable. Tout leur style de vie somptueux disparu en un instant. Ma mère a dit qu'ils ne pouvaient pas se permettre de venir à l'anniversaire de ma fille. Le jour de la fête, ils skiaient sur une montagne que j'avais payée. Ma petite fille a vu les photos et a demandé, « Ils ne nous aiment pas, n'est-ce pas ?» C'est à ce moment-là que j'ai cessé d'être une fille et que je suis devenue une fiduciaire. C'est ici que l'histoire commence vraiment, et vous ne voudrez pas manquer ce qui va suivre. Assurez-vous d'être abonné pour la suivre jusqu'au bout. Nous sommes toujours curieux, d'où dans le monde nous regardez-vous aujourd'hui? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Le téléphone était froid dans ma main, un contraste saisissant avec le reste de mon corps. J'avais une petite fièvre, du genre qui embrume le cerveau et donne des courbatures. Et j'étais recroquevillé sur le canapé sous un plaid depuis 2 jours. Ma fille Mia était chez une amie pour une soirée pyjama, une petite bénédiction qui me permettait d'être vraiment malade sans l'inquiéter. Mon monde s'était rétréci au salon, une boîte de mouchoirs et le bourdonnement insistant de mon téléphone. C'était ma mère, Vanessa. Je me suis raclé la gorge, grimaçant à la sensation de papier de verre. « Salut, maman. Tout va bien? Ma belle, ma chérie, comment ça t'est-elle ?» Sa voix imprégnée de cette tension de mélancolie familière et étudiée. « Je t'appelle juste à propos de... » Eh bien, à propos de l'anniversaire de la petite Mia le week-end prochain. Mon cœur s'est serré d'un petit espoir malgré ma maladie. Oh, super. J'étais sur le point d'envoyer les invitations électroniques. Ce sera juste une petite fête ici à la maison. Un thème de savant fou. Elle est tellement excitée. Un lourd soupir crépita à travers le haut-parleur. Oh, ma chérie. Ça a l'air charmant, mais j'ai bien peur que nous ne puissions pas venir. Megan et Archie non plus. Le petit espoir s'est dégonflé, laissant une douleur creuse. Oh, ai-je dit, ma voix faible. Est-ce que tout va bien? Ce n'est qu'une question d'argent, ma chérie, chuchota Vanessa comme si elle avouait une grande honte. Les choses sont terriblement serrées en ce moment. Tu sais ce que c'est. Le contrat de sponsoring d'Archie est tombé à l'eau et Megan a eu quelques dépenses imprévues. Nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre l'essence pour le trajet, et encore moins un cadeau. Je me suis redressé, le plaid s'entassant sur mes genoux. Le trajet durait 45 minutes. Maman, tu sais que je me fiche d'un cadeau et je serais heureuse de t'envoyer de l'argent pour l'essence. Mia veut juste vraiment vous voir. Elle veut vous montrer le volcan en bicarbonate dessous lequel a conçu. Non, non, dit Vanessa, sa voix devenant ferme, à la limite de l'offense. Nous ne pouvons pas accepter ta charité, ma belle. C'est trop embarrassant. Nous devrons juste nous rattraper une autre fois, quand les choses iront mieux. Elle fit une pause. Tu gères si bien ton argent, tu ne comprends probablement pas, mais c'est une question de fierté. L'ironie de cette déclaration était une pilule amère que j'avalais depuis toute ma vie. En tant que conseillère financière, qui se trouvait également être l'unique fiduciaire de la fiducie familiale, je savais au centime près ce que serrer signifiait pour eux. Cela signifiait que leurs dépenses discrétionnaires pour le mois étaient tombées en dessous de 5 chiffres. Cela signifiait que l'argent que mon père avait laissé, l'argent que j'étais légalement tenu de gérer et de protéger, était canalisé vers le style de vie d'aspirante influenceuse de ma sœur Megan. Mais j'étais malade et fatigué et j'avais depuis longtemps renoncé à essayer de lutter contre le courant de leurs sentiments de droit. Bien sûr, maman, ai-je dit, les mots ayant un goût de cendre. Je comprends. Mia sera déçue, mais elle comprendra aussi. Merci d'être si raisonnable, ma chérie. Tu es toujours la plus sensée. Sa voix s'éclaira instantanément. Fais un gros bisou à Mia de la part de sa mamie. On se parle bientôt. La ligne a cliqué. Je fixais le téléphone, le silence de la maison m'oppressant. La fièvre, les courbatures, le mal de gorge, ce n'était rien. C'était la vraie maladie, la douleur chronique et prévisible d'être la personne censée. Celle qui comprenait toujours. Celle qui pouvait être mise de côté en toute sécurité, facilement et constamment. Je me suis recroquevillé sous la couverture, le froid dans mes os n'ayant rien à voir avec le virus et tout à voir avec l'appel téléphonique.
La trahison était pire que le diagnostic lui-même. La semaine de l'anniversaire de Mia fut un tourbillon de travail, de fièvre et de préparatifs de fête. J'ai surmonté l'épuisement, déterminé à rendre sa journée spéciale. J'ai acheté de la glace carbonique pour les potions, des blouses de laboratoire dans un magasin de fête, et assez de bicarbonate de soude et de vinaigre pour créer une petite chaîne volcanique. Mia, inconsciente du drame familial, vibrait d'excitation. Elle a dessiné des pancartes bienvenue, mamie et vous nous manquez, tante Mégane, que j'ai discrètement rangées dans un tiroir quand elle ne regardait pas. La veille de la fête, je me sentais à nouveau presque humaine. Je vérifiais les ingrédients du glaçage lorsque mon téléphone a vibré avec une notification. C'était un message de Mégane. Tellement désolé de manquer le grand jour, disait-il, suivi d'une série d'émojis qui pleurent et de chapeaux de fête. Les choses sont juste folles. Fais un câlin à la reine de la fête de notre part. Nous lui enverrons son cadeau par la poste. Je fixai le message. Aucune mention de l'argent serré que ma mère avait cité. Juste folle. J'ai répondu simplement, merci. Vous lui manquerez. Une partie de moi, celle qui avait été entraînée depuis l'enfance, voulait l'appeler pour lui demander ce qui n'allait pas, pour offrir de l'aide, pour offrir comme je le faisais toujours, plus d'argent. Mon père avait créé la fiducie pour subvenir à leurs besoins, mais il m'en avait confié la responsabilité pour une raison. Il disait, ma belle, tu as la tête, ils ont les appétits. C'est ton travail de t'assurer que les appétits ne dévorent pas la tête. Mais j'étais fatigué et plus que ça, je commençais à sentir un œuf froid et dur de suspicion se former dans mon estomac. La fille censée était aussi une conseillère financière. J'avais géré des portefeuilles pendant 2 décennies. Je savais lire les gens et je savais lire les chiffres. Et les chiffres de ma famille, leurs besoins constants et désespérés malgré une allocation annuelle à 6 chiffres de la fiducie, avaient cessé d'avoir du sens depuis longtemps. J'ai verrouillé mon téléphone et je suis retourné aux cupcakes. Mais une pensée intérieure, que j'avais eue de nombreuses fois auparavant, a refait surface avec une nouvelle clarté. Ils avaient oublié une chose cruciale. Ils avaient oublié qui signait les chèques. La fête fut un succès merveilleux et chaotique. 10 enfants de 8 ans en petites blouses de laboratoire criaient de joie alors que leur volcan entrait en éruption, projetant de la mousse rose partout sur le sol de ma cuisine. Ils ont fait du slim. Ils ont mangé de la pizza et ils ont chanté « Joyeux anniversaire » si fort que mes fenêtres ont tremblé. Mia était radieuse, le centre de son propre univers gloussant et alimenté au sucre. Elle n'a même pas mentionné sa grand-mère ou sa tante jusqu'à la toute fin, alors que je la mettais au lit. C'était la meilleure journée de ma vie, maman, murmura-t-elle, ses yeux lourds de sommeil. J'en suis si contente, ma chérie. Tu le mérites. Elle resta silencieuse un moment. J'aurais aimé que mamie et tante Mégane voient mon volcan. Celui que j'ai fait juste pour elles. Je sais, mon cœur. Elles étaient juste occupées. Étaient-elles occupées parce qu'elles sont pauvres? Demanda-t-elle, sa voix innocente. Maman a dit que l'argent était serré. Est-ce que ça veut dire qu'elles ne peuvent pas acheter de nourriture? Je lui ai caressé les cheveux. Non, mon bébé. Elles ont plein de nourriture. C'est compliqué. Serré voulait juste dire qu'elle ne pouvait pas se permettre un voyage en ce moment. Oh, elle sembla accepter cela. Elle se retourna et je pensais qu'elle dormait. Mais quelques minutes plus tard, elle chuchota dans le noir, j'espère qu'elles ne seront bientôt plus pauvres. Elle me manque. Je lui ai embrassé le front, ma gorge se serrant. Moi aussi, ma chérie. Moi aussi. Je suis sorti, laissant la porte entr'ouverte, et je suis descendu pour nettoyer les restes de la fête. Mais le nœud froid dans mon estomac n'avait pas disparu. Il grandissait. Pour comprendre la trahison, il faut comprendre ma famille. Je suis la fille d'avant. Je suis né quand mes parents étaient jeunes, en difficulté et encore en train de monter l'entreprise de mon père. J'ai grandi avec un budget, faisant des corvées pour de l'argent de poche et apprenant à tenir un carnet de chèques. À 12 ans, j'étais la fille calme, responsable et studieuse. Puis, 7 ans plus tard, quand l'entreprise fut un succès et que l'argent n'était plus un problème, ma sœur Mégane est née. Elle était la fille d'après. Elle a grandi dans un monde de leçons privées, de vacances européennes et de zéro conséquence. Elle était bruyante, charmante et sans cesse exigeante. Ma mère, Vanessa, s'en délectait.
Elle avait enfin eu la poupée qu'elle avait toujours voulu, et Meghan jouait magnifiquement son rôle. Je suis allé à l'université avec une bourse partielle. J'ai insisté et j'ai obtenu un diplôme en finance. Meghan est allée dans 3 universités différentes, a changé de spécialité 5 fois et a finalement abandonné pour se trouver, ce qui s'est traduit par un voyage d'1 an en Asie du Sud-Est, financé par mes parents. Quand mon père est tombé malade, tout m'est tombé dessus. J'ai géré ses soins, j'ai géré la transition de l'entreprise et j'ai géré les émotions de la famille. Meghan est arrivée en avion pour la dernière semaine, a pleuré magnifiquement aux funérailles et a immédiatement commencé à poser des questions sur le testament. C'est à ce moment-là que la véritable dynamique s'est cimentée. Mon père, dans son dernier acte de prévoyance, avait laissé tout son patrimoine dans une fiducie méticuleusement structurée, et il m'a nommé, moi, sa fille censée, unique fiduciaire. La nouvelle a été mal accueillie. Une fiduciaire, avait hurlé Vanessa dans le bureau de l'avocat. Tu fais d'elle notre baby-sitter. C'est juste une formalité, maman. Avais-je dit, en essayant de l'apaiser. C'est pour protéger les actifs pour nous tous. Les protéger de quoi? Avait lancé Meghan, les bras croisés. De nous? Pense-t-il que nous sommes des enfants? Je n'ai bien sûr rien dit, mais la réponse était un oui retentissant. Mon père avait mis en place de généreuses allocations mensuelles pour Vanessa et Meghan, de quoi vivre très confortablement. Mais le reste de la fiducie, la majeure partie du capital, les investissements, les propriétés, était sous mon seul contrôle discrétionnaire. Je pouvais débloquer des fonds pour des besoins valables tels que les soins de santé, l'éducation ou les réparations domiciliaires. Mais les dépenses de style de vie, celles-là relevaient de mon jugement. Et depuis 10 ans, mon jugement avait été faible. J'étais usé par les voyages de culpabilité constants, les urgences, les accusations d'être un dragon gardant son trésor. Il était plus facile de simplement approuver les demandes. La nouvelle voiture pour Meghan, la rénovation de cuisine désespérément nécessaire pour Vanessa, les fonds de démarrage pour la douzaine de start-up ratées d'Archie. Je continuais simplement à signer les chèques, me disant que c'était plus facile que de se battre. Je les payais pour qu'ils me laissent, moi et Mia, tranquilles. Mais la fête, c'était différent. C'était la première fois que leur mépris désinvolte avait directement et publiquement blessé mon enfant. Le lendemain de la fête, je parcourais les réseaux sociaux, un rituel dominical banal, quand je l'ai vu. La photo de profil de ma sœur Meghan avait changé. Ce n'était plus un portrait glamour. C'était une photo de groupe. Dessus, Meghan, son mari Archie, leurs 2 enfants et ma mère Vanessa souriaient à pleines dents. Ils étaient parés de combinaisons de ski flambant neuves et de couleurs vives. Ils se tenaient sur une montagne, des pins enneigés derrière eux. Un panneau indiquant une station de ski de luxe était clairement visible au-dessus de leurs épaules. La légende disait « Voyage de ski surprise en famille ». Le nouveau contrat de sponsoring d'Archie a abouti et nous célébrons. Tellement béni. Wiedeski la famille d'abord bénie créèrent de souvenirs. J'ai cliqué sur la photo. C'était un album. 10, 20, 30 photos. Des photos d'eux sur le télésiège. Des photos d'eux riant dans un bain à remous. Des verres de champagne levés. Des photos de ma mère, Vanessa, celle qui ne pouvait pas se permettre l'argent de l'essence, aidant la fille de Meghan à construire un bonhomme de neige. Ils avaient tous l'air si heureux et si chaleureux. Mon sang s'est glacé. Ce n'était pas juste un mensonge. C'était une performance. C'était une trahison calculée, délibérée et joyeuse, diffusée aux yeux du monde. Ils n'avaient pas seulement manqué la fête de Mia. Ils l'avaient échangée contre quelque chose de mieux. J'ai posé le téléphone sur le comptoir, mes mains tremblant, puis j'ai entendu une petite voix calme derrière moi. Maman. Je me suis retourné. Mia se tenait dans l'embrasure de la porte de la cuisine, son lapin en peluche préféré pendant de sa main. Ses yeux étaient fixés sur l'écran de mon téléphone, sur la photo lumineuse et heureuse de sa grand-mère et de sa tante. Elle s'est approchée, son regard fixé sur l'image. Elle a levé les yeux vers moi. Son petit visage s'est crispé d'une manière qui m'a brisé le cœur en 1 million de morceaux. Ils sont allés skier, a-t-elle murmuré. Ma chérie, ai-je commencé, mais je n'avais pas de mots. Tu as dit qu'ils étaient pauvres, dit-elle, sa voix tremblante. Tu as dit que l'argent était serré. Elle a regardé de nouveau le téléphone, les visages rieurs, les nouveaux vêtements,
le luxe. Puis elle m'a regardé, ses yeux se remplissant des premières vraies larmes dévastatrices de la compréhension adulte. Ils ont menti, n'est-ce pas? Mia, c'est compliqué. Non, ça ne l'est pas, murmura-t-elle. Et ce fut le coup qui a finalement tout fait basculer. Ce fut le moment où le barrage de ma sensibilité s'est rompu. Il ne nous aime pas, n'est-ce pas, maman? Je l'ai prise dans mes bras, la serrant si fort que mes propres côtes me faisaient mal. J'ai enfoui mon visage dans ses cheveux, mes propres larmes chaudes et silencieuses. Je ne pouvais pas lui répondre. Je ne pouvais pas dire oui, et je ne voulais pas dire non. Je l'ai juste bercé d'avant en arrière, le silence de la cuisine n'étant rempli que par ses petits sanglots déchirants. Par-dessus son épaule, je pouvais encore voir l'écran lumineux de mon téléphone. J'ai vu le visage souriant de ma sœur, le salut de ma mère. Ils avaient oublié une chose cruciale. Ils avaient oublié qui j'étais. Ils pensaient que j'étais juste la gentille et discrète Mabel, une bonne poire. Ils avaient oublié que j'étais conseillère financière. Ils avaient oublié que j'étais fiduciaire. Et ils avaient oublié que mon père m'avait laissé les clés de leur royaume. J'ai tenu Mia jusqu'à ce qu'elle ait fini de pleurer. Je l'ai portée sur le canapé, j'ai mis son film préféré et je lui ai fait un chocolat chaud avec des marshmallows supplémentaires. Je suis resté assise avec elle jusqu'à ce que sa respiration se régularise et qu'elle s'endorme finalement d'un sommeil agité, son visage encore bouffi et taché de larmes. Pendant une autre heure, je suis resté assise là à la regarder. La rage qui m'envahit était froide, claire et absolue. Ce n'était pas la colère chaude et désordonnée de ma sœur. C'était la fureur calme et méthodique de mon père. C'était la colère d'un bilan qui ne tenait pas la route. Les mots de Mia résonnaient dans ma tête. Ils ne nous aiment pas, n'est-ce pas? Elle avait raison. Ils ne nous aimaient pas. Pas d'une manière qui comptait. Ils aimaient ce que je fournissais. Ils aimaient le flux d'argent sans fin et anonyme de la fiducie que je gérais. Ils ne me voyaient pas comme une sœur ou une fille, mais comme un distributeur automatique de billets fastidieux, un distributeur qui était malheureusement attaché à une nièce envers laquelle il ne ressentait aucune obligation. Le changement en moi était palpable. La fille sensée, la pacificatrice, la femme qui avait absorbé toute une vie de légères offenses pour maintenir la famille unie, avait disparu. À sa place se trouvait Mabel, la fiduciaire. J'ai attendu que Mia soit profondément endormie, puis je l'ai doucement déplacée dans son lit. Je suis allé dans mon bureau à domicile et j'ai fermé la porte. Je me suis assise à mon bureau, celui en acajou antique qui avait appartenu à mon père, et j'ai allumé mon ordinateur. Ils avaient oublié une chose cruciale. La fiducie. Le nom légal de la fiducie était la Harrison Family Legacy Trust. Mon père, un homme au langage précis, avait été très spécifique dans ses articles. J'ai affiché le document numérisé de 80 pages. Je n'avais pas besoin de lire la plupart. Je le connaissais par cœur, mais je cherchais une section spécifique. Article 4, section 2, distribution discrétionnaire. J'ai fait défiler vers le bas. C'était là. Le fiduciaire aura la seule et absolue discrétion de faire des distributions de revenus ou de principal que le fiduciaire jugera nécessaires pour la santé, l'éducation, le soutien ou l'entretien des bénéficiaires. Dans l'exercice de cette discrétion, le fiduciaire tiendra compte des autres ressources disponibles des bénéficiaires, de leur niveau de vie habituel et de leur démonstration d'une conduite financière responsable. Conduite financière responsable. Pendant 10 ans, j'avais interprété cette clause avec un aveuglement volontaire. J'avais ignoré les voitures de luxe louées, les sacs à main de créateurs, les projets de redécoration constants, les entreprises ratées de mon beau-frère Archie. C'était terminé. Mon premier geste fut d'enquêter sur le contrat de sponsoring dont Meghan s'était vantée. En tant que conseillère financière, j'avais accès à des ressources. J'avais aussi un réseau. J'ai appelé une amie qui travaillait dans les relations publiques et le marketing d'influence. « Salut Sarah, c'est Mabel Harrison », ai-je dit, ma voix calme et professionnelle. J'ai une question étrange. Sais-tu quelque chose sur une influenceuse nommée Meghan Sparkle Life? C'est ma sœur. Sarah Harry. Oh, tout le monde connaît Meghan. Elle est persévérante. Pourquoi? Elle vient d'annoncer un gros contrat de sponsoring et je gère certaines finances familiales. Je fais juste ma diligence raisonnable. Sais-tu avec qui c'est?
Il y a eu une pause et le bruit de la frappe. Ma belle. C'est gênant. Elle n'a aucun contrat de sponsoring. Pas de vrai en tout cas. Elle est ce qu'on appelle une micro-influenceuse. Et honnêtement, son engagement est terrible. La plupart des marques ne la toucheront pas. Elle a acheté la plupart de ses abonnés. Le nœud froid dans mon estomac s'est resserré. Et une station de ski? Un grand voyage sponsorisé. Très peu probable, dit Sarah sans embâche. Sauf si c'était un échange contre des publications, et même dans ce cas, une station de ce calibre ne sponsoriserait pas quelqu'un avec ces chiffres. Pourquoi a-t-elle dit que c'était sponsorisé? Elle l'a laissé entendre. Oui, elle fait ça souvent, dit Sarah, sa voix empreinte de pitié. Elle essaie de faire semblant jusqu'à y arriver. Écoute, ma belle, officieusement, ta sœur et son mari sont connus pour ne pas payer leurs fournisseurs. Sois prudente. Merci, Sarah. Tu m'as énormément aidé. J'ai raccroché. Donc, le contrat de sponsoring était un mensonge, ce qui signifiait que le voyage de ski, les nouveaux vêtements, les forfaits de ski, le chalet de luxe n'était pas une célébration de nouveaux revenus. C'était juste une autre dépense somptueuse. Je me suis connecté au portail financier de la fiducie. J'étais la fiduciaire, donc j'avais un accès complet au compte. J'avais fourni à Vanessa et Megan des cartes de crédit à haute limite liées directement à la fiducie pour les dépenses ménagères et courantes. Je m'étais dit que c'était juste plus facile de suivre leurs dépenses de cette façon. J'ai sorti le relevé des 30 derniers jours. Mon sang se glaça. C'était là. Sun Valley Ski Emporium, 4 800 €. Les combinaisons de ski et l'équipement flambant neuf. Summit Peak Lodge, 10 200 €. Le chalet de luxe. Forfait de ski Sun Valley, passe familiale, 2 200 €. Restaurant The Roundouz, 950 €. Un seul dîner au champagne sur la montagne. Et ainsi de suite. Rien que la semaine dernière, ils avaient flambé plus de 20 000 €. Tout cela pendant que ma mère me disait qu'ils ne pouvaient pas se permettre l'essence pour voir leur petite fille. Mais ce n'était pas le pire. J'ai continué à faire défiler. Je suis remonté de 3 mois, 6, une année entière. L'argent serré était un mensonge aux proportions stupéfiantes. J'ai vu des paiements mensuels pour 2 locations de voitures de luxe. J'ai vu des milliers d'euros dépensés dans des boutiques de créateurs. J'ai vu des frais pour du coaching de vie ou une cure de désintoxication et un flux constant et alarmant de retrait en espèces qui ne pouvaient être que les dépenses professionnelles d'Archie. Il ne vivait pas seulement confortablement. Il dilapidait l'héritage de mon père. Et il le faisait en me mentant en face et en brisant le cœur de ma fille. Je me suis penché en arrière, le cuir du fauteuil de mon père grinçant. Le piège n'était pas quelque chose que je devais construire. Il était déjà là. Mon père l'avait construit lui-même toutes ces années auparavant. Il attendait juste que je trouve enfin le courage de le déclencher. J'ai pris le téléphone. C'était dimanche soir, mais je savais que mon avocat, l'avocat de la fiducie, serait disponible. David, ai-je dit quand il a répondu, c'est ma belle Harrison. Je dois programmer un examen financier familial d'urgence et j'ai besoin que tu sois là. Ma belle, qu'est-ce qui ne va pas? C'est le marché? Non, ai-je dit en regardant la feuille de calcul de leurs dépenses. C'est la conduite. Je vais enfin appliquer l'article 4, section 2. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. David avait été l'avocat de mon père pendant 30 ans. Il connaissait la dynamique familiale mieux que quiconque. Eh bien, dit-il finalement, une note de satisfaction sinistre dans la voix. Il était temps. L'examen financier urgent a été fixé au mardi matin à mon bureau. J'ai utilisé mon email professionnel, ajoutant mon avocat, David, en copie. L'objet était l'examen obligatoire des distributions de la fiducie. La formalité, je le savais, les alarmerait et renforcerait leur sentiment de droit. Ils seraient agacés par le dérangement, mais supposeraient que c'était pour qu'ils reçoivent plus. J'ai passé le lundi à me préparer. J'avais installé un projecteur dans la salle de conférence. J'ai imprimé les relevés de leurs cartes de crédit financées par la fiducie des 6 derniers mois. J'ai imprimé les pages pertinentes du document de la fiducie elle-même avec l'article 4, section 2, surligné en jaune. Et j'ai imprimé une grande photo brillante 8x10 de la page des réseaux sociaux de Megan, celle où ils sourient tous sur la montagne.
Je l'ai placé sur la table de conférence, juste là où Vanessa serait assise. Mia est allée à l'école ce matin-là, toujours abattue. Ça va aller, maman, a-t-elle demandé en me serrant dans ses bras. Au revoir. Je vais très bien, ma chérie, ai-je dit en lui embrassant la tête. En fait, je pense que les choses vont être bien meilleures à partir de maintenant. Ils sont arrivés à 10h03, élégamment en retard. Vanessa, Megan et Archie sont entrés comme une seule unité. Vanessa avait l'air troublée. Megan avait l'air de s'ennuyer et vérifiait déjà son téléphone. Et Archie arborait son air renfrogné d'homme d'affaires important. Ma belle, vraiment, commença Vanessa en enlevant son manteau. Tu nous as traînés jusqu'ici un mardi. David, de quoi s'agit-il? Y a-t-il un problème avec le marché? Veuillez vous asseoir, ai-je dit, ma voix parfaitement neutre. David, assis à ma droite, a simplement hoché la tête en guise de salutation. Ils se sont assis. Megan a immédiatement posé son téléphone sur la table, face visible. Vanessa, cependant, s'est figée. Ses yeux s'étaient posés sur la photo 8x10. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-elle, sa main planant au-dessus de la photo. Ça, dis-je, c'est de votre voyage de ski. On dirait que vous avez passé un moment merveilleux. Megan leva les yeux de son téléphone, un sourire narquois jouant sur ses lèvres. Oh, ça. Oui, c'était incroyable. Le nouveau contrat d'Archie est énorme. Nous devions célébrer. Tu aurais dû voir le chalet, ma belle. Tu aurais adoré. J'en suis sûr, dis-je. Un chalet à 10 200 € pour être précise, plus 4 800 € de nouvel équipement de ski et 2 200 € de forfait de remontée mécanique, et un dîner à 950 €. Ça a dû être une sacrée célébration pour le contrat de sponsoring d'Archie. Le sourire narquois disparut du visage de Megan. Archie s'agita sur son siège. Attendez un peu. Nos finances sont nos affaires. Pas quand vous utilisez l'argent de la fiducie, Archie, ai-je dit en cliquant sur la télécommande du projecteur. Le relevé sommaire de la fiducie pour le dernier trimestre illumina le mur. Le visage de Vanessa était devenu pâle. Ma belle, que signifie tout cela? Est-ce que tu nous auditais? J'accomplis mon devoir légal en tant que fiduciaire, ai-je dit, ma voix aussi froide que la montagne sur laquelle il se tenait. Un devoir que j'ai négligé pendant bien trop longtemps. J'ai cliqué sur la diapositive suivante. C'était une capture d'écran du message de ma mère. J'ai bien peur que nous ne puissions pas venir. L'argent, ma chérie, si terriblement serré. On ne peut pas se permettre l'essence. J'ai laissé l'image en suspens dans l'air. Les yeux de Vanessa passaient de l'écran à David, qui la regardait sans aucune expression. C'était un malentendu, balbutia Vanessa. Je ne voulais pas que tu te sentes mal que nous ayons ce merveilleux voyage de prévu et que tu n'étais pas. Que je n'étais pas quoi, maman, demandai-je, ma voix dangereusement calme. Que je n'étais pas invité ou que j'étais malade à la maison pendant que ma fille de 8 ans te faisait des pancartes bienvenue mamie pour une fête à laquelle vous n'avez pas daigné assister. Nous étions occupés, lança Megan, retrouvant sa voix. C'était un voyage de travail. C'est une dépense professionnelle. Vraiment? Je me suis tourné vers mon avocat. David, avez-vous trouvé une quelconque preuve d'un contrat de sponsoring pour Megan Sparkle Life? David s'est raclé la gorge. Nous n'en avons trouvé aucune. En fait, nos recherches suggèrent que l'entreprise d'influence de Madame Megan n'a aucun revenu. Il semble également qu'elle et Monsieur Archie aient un certain nombre de dettes impayées envers des graphistes, des photographes et d'autres fournisseurs. Archie bondit sur ses pieds. C'est un guet-apens. C'est de la diffamation. Vous n'avez aucun droit. J'ai tous les droits. Je me suis levé, ma propre voix s'élevant enfin. Je suis la fiduciaire et vous, dis-je en les pointant tous les trois du doigt, êtes des bénéficiaires qui ont menti. Vous avez systématiquement vidé cette fiducie, une fiducie que mon père a mise en place pour protéger son héritage. Pour un style de vie que vous n'avez pas mérité et que vous ne méritez pas. Et vous l'avez fait en me mentant en face et en brisant le cœur de ma fille. Tu es juste jalouse, hurla Megan, son visage virant à une vilaine nuance de rouge. Tu as toujours été jalouse. Tu es une comptable ennuyeuse dans un petit bureau triste et je suis. Tu es quoi, Megan, les jeux coupés.
Une influenceuse sans influence. Une femme d'affaires sans entreprise. Tu es une femme de 35 ans qui n'a jamais travaillé un seul jour de sa vie, vivant de l'argent d'un homme mort. Un argent que je contrôle. C'est à ce moment-là que le sang-froid de Vanessa a finalement cédé. La panique s'est installée. Ma belle, ma chérie, s'il te plaît, dit-elle, sa voix revenant à une supplication aiguë. Nous avons fait une erreur. Nous aurions dû être là pour Mia. Nous nous rattraperons. Nous lui achèterons tout ce qu'elle veut. Avec quel argent, maman, ai-je demandé. J'ai cliqué sur la dernière diapositive. C'était l'article 4, section 2, démonstration d'une conduite responsable. À compter de cette réunion, ai-je annoncé, j'exerce ma pleine et légale discrétion en tant que fiduciaire. Les allocations de style de vie pour Vanessa Harrison et Megan Miller sont suspendues, avec effet immédiat. Le silence qui suivit mon annonce était plus lourd que tout ce que j'avais jamais connu. C'était un vide, aspirant tout l'air et la suffisance arrogante de la pièce. Megan fut la première à le briser avec un son qui était à moitié rire, à moitié allaitement. Tu ne peux pas faire ça. C'est notre argent. Papa nous l'a laissé. Papa l'a laissé dans une fiducie, Megan, intervint David, sa voix calme et autoritaire. Il a mis ma belle en charge de cette fiducie pour prévenir exactement cette mauvaise gestion financière et cette prodigalité. Ces actions ne sont pas seulement permises. Elles constituent son devoir fiduciaire. Fiduciaire. Fiduciaire, bafouilla Archie, le visage violacé. Tu ne peux pas simplement nous couper les vivres. Nous avons des factures. Nous avons des locations. Tu vas nous ruiner. Vous vous êtes ruiné vous-même, Archie, dis-je en me rasseyant. Ce n'est pas une punition, c'est une conséquence. Vous avez menti sur un contrat de sponsoring pour financer des vacances à 20 000 €, tout en prétextant la pauvreté pour éviter votre propre famille. C'est la définition même d'une conduite financière irresponsable. Vanessa avait des larmes qui coulaient sur son visage, mais ce n'étaient pas les larmes de remords que j'avais vues 1000 fois. C'était la terreur froide et dure d'une personne face à un avenir auquel elle n'était absolument pas préparée. Ma belle, s'il te plaît, murmura-t-elle, ses mains jointes sur la table. Ma maison, l'adhésion au club. Je ne peux pas perdre ma maison. Tu ne perdras pas ta maison, dis-je. Je ne suis pas un monstre. C'est pourquoi j'ai élaboré un nouveau dossier pour vous. Cela les a déconcertés. Megan a cessé de me foudroyer du regard et m'a regardé, la méfiance dans les yeux. Un nouveau dossier. Oui, un nouveau budget. J'ai sorti un dossier de ma mallette et j'ai fait glisser 3 minces paquets sur la table. À partir d'aujourd'hui, la fiducie ne paiera plus vos cartes de crédit, vos locations de voiture ou vos dépenses discrétionnaires. Tout cela est annulé. Le cri de Megan était primal. Ma voiture, tu ne peux pas prendre ma voiture. C'est une location, Megan. La fiducie ne la renouvelle simplement pas. Elle se termine à la fin du mois. Je te suggère de trouver une option plus abordable, continuai-je, ma voix ne trahissant aucune émotion. À la place, la fiducie fournira une allocation bi-hebdomadaire pour les nécessités prouvées, épicerie, services publics, primes d'assurance maladie, essence. Comme. Une allocation, dit Vanessa, le mot dégoulinant de venin. Précisément, dis-je. Vous soumettrez vos factures et reçus à mon bureau, et la fiducie vous remboursera pour toutes les dépenses nécessaires. Il n'y aura plus de retrait en espèces, plus de boutiques de créateurs, et plus de voyages de ski de dernière minute. Archie avait l'air d'aller vomir. C'est illégal. Nous allons te poursuivre en justice. Nous te ferons révoquer en tant que fiduciaire. David se pencha en avant, souriant légèrement. Pour quel motif? Quel applique les articles de la fiducie tels qu'ils sont écrits, quel protège le capital des bénéficiaires qui ont démontré un schéma de tromperie et de fraude? Je vous assure, Monsieur Miller, aucun juge dans cet État ne verrait les choses à votre façon. En fait, il féliciterait probablement Mademoiselle Harrison pour sa prudence. Le combat s'est évanoui en eux, remplacé par une colère maussade et enfantine. Megan, luttant toujours pour comprendre la nouvelle réalité, a tenté une dernière fois. Mais qu'en est-il de mon travail, de ma marque? J'ai besoin de voyager. J'ai besoin d'avoir un certain style de vie. C'est un investissement.
Alors je te suggère de trouver un emploi qui te fournira les revenus nécessaires pour faire ces investissements, dis-je. Un vrai travail, peut-être dans la vente au détail ou la restauration. J'ai entendu dire qu'ils embauchent. Le visage de Meghan s'est effondré. C'était ça, la preuve finale et irréfutable que son monde imaginaire s'était brisé. Elle n'était plus l'enfant chéri. Elle était juste au chômage. Vanessa, cependant, essayait toujours de trouver une faille dans mon armure. Elle me regarda, les yeux plissés. Tu aimes ça, n'est-ce pas? Après toutes ces années, tu nous le fais enfin payer pour. Pourquoi? Pour être plus heureux que toi? Pour ne pas être une petite machine à calculer froide comme toi. J'ai soutenu son regard. La vieille culpabilité, la piqûre familière de ces mots ont tenté de refaire surface, mais n'ont trouvé aucune prise. C'était comme essayer d'allumer une allumette dans le vide. Non, maman, ai-je dit. Et pour la première fois, je pense que j'étais vraiment honnête avec elle. Je n'aime pas ça. J'en ai juste fini. J'en ai fini d'être la personne censée sur laquelle vous pouvez marcher. J'en ai fini de te regarder apprendre à ma sœur que la responsabilité est pour les autres. Et j'en ai absolument, catégoriquement fini de vous laisser blesser ma fille. Je me suis levé, signalant la fin de la réunion. David vous raccompagnera. Mon assistante vous enverra par email les nouveaux formulaires pour le remboursement des dépenses. J'attends votre première proposition de budget d'ici vendredi. Ma belle, attends, cria Vanessa en tendant la main vers moi. Je ne me suis pas retourné. Je suis sorti de la salle de conférence, je suis entré dans mon propre bureau et j'ai fermé la porte. Je suis resté là pendant une minute entière, le dos contre le bois, écoutant les voix étouffées, furieuses et terrifiées de l'autre côté. Mon cœur battait la chamade, mais mes mains étaient parfaitement stables. Le dossier était clos. Le sort était rompu. Les retombées furent immédiates et pathétiques. Pendant les 2 semaines suivantes, mon téléphone fut un barrage quasi constant de messages textes et de messages vocaux de plus en plus désespérés. D'abord vint la rage. J'étais une tyran, une voleuse, une vieille fille amère et sans enfant. Il semblait oublier l'existence de Mia. Puis vint la négociation. Meghan m'a envoyé un plan d'affaires de 10 pages pour Meghan S. Sparkle Life 2.0, qui était encore moins cohérent que ses entreprises précédentes. Vanessa m'a envoyé des emails larmoyants et décousus à 3 heures du matin sur son anxiété et sur le fait que le stress de la pauvreté allait littéralement la tuer. Puis vinrent les tentatives de triangulation. Ils ont appelé mes tantes, mes oncles, mes cousins, toute personne de la famille élargie qui voulait bien les écouter, me dépeignant comme un dragon cruel et avare. Cela s'est retourné contre eux de façon spectaculaire. La famille de mon père observait leur comportement depuis des années. Le frère de mon père, mon oncle Ben, m'a appelé. Ma belle, dit-il, sa voix résonnant d'approbation. Ton père serait si fier de toi. Il était temps que quelqu'un mette ses pans dans un enclos. La véritable confrontation, cependant, devait toujours avoir lieu lors du déjeuner de printemps annuel de ma mère. C'était son seul événement social sacré, une affaire avec traiteur chez elle pour 20 de ses amis les plus proches, des femmes avec qui elle rivalisait dans une guerre silencieuse et sans fin de richesses perçues. Pendant une décennie, la fiducie avait financé cette fête. Les traiteurs, les fleuristes, le service de voiturier. Une semaine avant l'événement, Vanessa m'a appelé. Sa voix était mielleuse, une tentative horriblement fausse de réconciliation. Ma belle, ma chérie, je sais que nous avons eu nos désaccords, mais le déjeuner est samedi prochain. J'ai envoyé les factures du traiteur à ton bureau. Je suppose qu'elles seront payées. Non, maman, ai-je dit calmement. Non. Comment ça, non? Je veux dire, non. Le déjeuner n'est pas une dépense nécessaire. C'est un événement de style de vie discrétionnaire. Conformément à notre dernière discussion, la fiducie ne finance plus cela. Le cri à l'autre bout du fil était assourdissant. Tu ne peux pas me faire ça. Je serai humilié. Tout le monde vient. C'est une tradition. Alors je te suggère d'apprendre à cuisiner, maman. Ou tu peux annuler. Elle hyperventilait. Toi. Monstre. Elle a raccroché brutalement. J'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Le jour du déjeuner est arrivé.
Je savais avec une certitude absolue qu'elle ne l'avait pas annulé. Sa fierté ne le lui aurait jamais permis. Elle supposerait jusqu'à la dernière minute que je céderais. Que la censée Mabel viendrait à la rescousse pour sauver la famille de l'embarras. Elle avait encore oublié qui j'étais. À midi, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. Mademoiselle Harrison, c'est Elite Catering. Nous sommes devant la maison de votre mère. Le chèque qu'elle nous a fait. Il a été retourné pour fonds insuffisants. Elle s'est enfermée dans la maison et ne répond pas à la porte. Il y a 20 invités sur sa pelouse. J'ai pris une profonde inspiration. Je comprends que c'est indifférent entre vous et Madame Harrison. La fiducie que je gère n'est pas partie prenante de ses dettes personnelles. Mais elle a dit que sa fiduciaire s'en occuperait. Sa fiduciaire s'en occupe en refusant de payer. Vous devrez régler cela avec elle. Bonne journée. J'ai raccroché. J'imaginais la scène, les camions du traiteur, les invités perplexes dans leur tenue de déjeuner pastel, ma mère regardant à travers les stores, piégée dans une prison de sa propre fabrication. Mais le point culminant n'était pas complet. Il est arrivé 2 heures plus tard. La sonnette de mon bureau a retenti. C'était Megan. Elle n'était pas juste venue pour parler. Elle était une tempête. Elle a fait irruption, dépassant mon assistante, le visage pâle et strié de mascara. Toi, siffla-t-elle. Tu l'as ruiné. Tu as tout ruiné. Qu'est-ce qui est ruiné, Megan, demandai-je sans me lever. La fête de maman. Ses amies, elles sont toutes parties. Les traiteurs menacent de la poursuivre en justice. Elle est la risée de tous. Et ma voiture, la société de leasing, ils l'ont prise, ma belle. Ils l'ont remorquée de mon allée ce matin. J'ai dû prendre un bus pour venir ici. L'image de ma sœur dans ses leggings de créateur et portant son sac de créateur vide, attendant à un arrêt de bus, était presque trop difficile à comprendre. C'est ce qui arrive quand on ne fait pas les paiements, Megan, dis-je simplement. Mais c'est toi qui es censé faire les paiements, hurla-t-elle en frappant des mains sur mon bureau. C'est ton travail. Non, Megan, dis-je, et je me suis finalement levé, non pas avec colère, mais avec une finalité profonde et lasse. Mon travail est de protéger l'argent de mon père. Ce n'est pas mon travail de financer tes illusions. Ce n'est pas mon travail d'acheter les entreprises de ton mari. Ce n'est pas mon travail de payer pour des voyages de ski que vous faites au lieu de rendre visite à votre nièce. Et ce n'est pas mon travail de sauver ma mère des conséquences de sa propre fierté. Elle me fixa, la poitrine haletante. Elle attendait le mais. Le moment où je soupirerais et dirais, d'accord, juste pour cette fois. Il n'est jamais venu. Tu nous détestes, murmura-t-elle, la prise de conscience se faisant jour. Tu nous as toujours détestés. Non, Megan, dis-je, et c'était la chose la plus vraie que je lui ai jamais dite. Je ne te déteste pas. Je ne m'en soucie juste plus. Tu es sans importance. Tu es une ligne de dépenses que j'ai finalement ramenée à 0. C'est ce mot qui l'a brisé. Pas de tyran, pas de monstre, sans importance. Elle n'a ni crié ni pleuré. Elle s'est juste dégonflée. Tout l'air chaud, toute l'arrogance de Sparkle Life s'est échappée d'elle. Elle ressemblait pour la première fois de sa vie à une femme d'âge moyen perdue, sans compétence et sans avenir. Elle s'est retournée sans un mot de plus et est sortie de mon bureau. La porte a cliqué, et le bâtiment était silencieux. La confrontation était terminée. Il n'y a pas eu de scène publique, pas de grande humiliation à une fête, juste le clic silencieux et dévastateur d'une porte se fermant sur une vie qui, à tous les égards importants, était terminée. Les 6 mois qui suivirent furent une étude en silence. Les messages textes en colère ont cessé. Les messages vocaux suppliants ont pris fin. C'était comme si une tumeur que j'avais portée toute ma vie avait été retirée chirurgicalement et proprement. Le premier changement, le plus immédiat, fut dans ma propre maison. Le nuage de ressentiment sous lequel je ne m'étais même pas rendu compte que je vivais s'était levé. J'ai arrêté de me préparer au prochain appel téléphonique manipulateur, à la prochaine urgence nécessitant un financement. Mon énergie, autrefois détournée pour gérer leurs drames sans fin et épuisants, était maintenant entièrement concentrée sur la seule personne qui la méritait, Mia. Nous avons commencé les samedis aventures. Nous sommes allés en randonnée. Nous sommes allés au vrai musée des sciences où les volcans mesuraient 3 mètres de haut.
Nous avons fait un week-end à la côte, juste nous deux, et avons mangé de la crème glacée pour le dîner. J'étais présente, vraiment présente, pour la première fois de sa vie. Un soir, nous faisions des biscuits, et Mia riait, couverte de farine. Tu es amusante, maman, dit-elle. Tu trouves, ai-je ri, en lui mettant de la farine sur le nez. Oui, avant tu étais maman sensée. Maintenant, tu es maman amusante. Mon cœur s'est serré d'un soulagement doux et profond. Je préfère de loin maman amusante, lui ai-je dit. Les nouvelles de l'autre côté arrivaient en chuchotement. Mon oncle Ben me tenait vaguement informé. Vanessa, il s'est avéré, n'avait pas appris à cuisiner, mais elle avait appris à gérer un budget. Elle avait vendu sa maison surdimensionnée, celle que la fiducie avait payée mais dont elle détenait l'acte de propriété, et avait déménagé dans un petit et modeste appartement. Elle avait, selon mon oncle, pris un emploi à temps partiel dans une bibliothèque locale. L'histoire de Meghan et Archie était plus prévisible. Leur remarque s'est effondrée du jour au lendemain. Ils ont perdu leur maison louée. Archie, confronté à la perspective d'un vrai travail, était parti. Il a déménagé dans un autre État, prétextant une nouvelle opportunité commerciale, et Meghan n'a plus eu de ses nouvelles depuis. La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, Meghan avait emménagé avec ses enfants dans l'appartement de 2 chambres de Vanessa. Elle aussi avait trouvé un emploi, assistante administrative dans un cabinet dentaire. Elle vivait en effet enfin la vie serrée dont elles avaient menti pendant si longtemps. Environ un an après la confrontation, la veille du 9e anniversaire de Mia, un paquet est arrivé. C'était une petite boîte enveloppée de papier Kraft brun. Il n'y avait pas d'adresse de retour, mais le cachet de la poste provenait du nouveau code postal de ma mère. Je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvait une simple écharpe tricotée à la main de la couleur préférée de Mia, le bleu. Glissée à l'intérieur, il y avait une carte d'anniversaire. C'était une carte générique d'une pharmacie. À l'intérieur, de l'écriture tremblante de ma mère, il était écrit « Joyeux anniversaire, Mia. J'espère que tu aimes ça. Je l'ai faite moi-même. Amour, mamie. » En dessous, dans une écriture différente et plus désordonnée, il y avait une seule phrase. « Tu nous manques, tante Meghan. » J'ai tendu la boîte à Mia. Elle a lu la carte, son expression pensive. Elle a passé ses doigts sur l'écharpe. Elle l'a faite. On dirait bien, ai-je dit. Mia a enroulé l'écharpe autour de son cou. Elle est vraiment chaude, maman. Elle n'a pas demandé s'ils venaient à sa fête. Elle n'a pas demandé s'ils étaient encore pauvres. Elle a juste accepté le cadeau, une petite offrande imparfaite, et est allée le mettre dans sa chambre. Ce n'était pas un pardon. Ce n'était pas une réunion. C'était une reconnaissance, une graine minuscule et fragile de quelque chose de nouveau. J'ai regardé la carte, les 2 signatures familières. Leur vie avait été changée, comme le titre le promettait. Elles avaient perdu leur sparkle life, leur statut, leur luxe immérité. Elles avaient été ramenées brutalement à la réalité. Mais dans le processus, il semblait qu'elles avaient aussi enfin appris à faire quelque chose par elles-mêmes. J'ai posé la carte sur le comptoir de la cuisine. J'avais une fête de savants fous à préparer, et cette fois, le volcan allait être encore plus grand. J'ai souri. L'héritage de mon père n'était pas seulement de l'argent. C'était de la force. C'était du bon sens. Et c'était, enfin, la paix.